Bienvenue donc dans ce grenier avec à la fois Julie Deliquet qui est à ma gauche, Florence Sevos à ma droite. L'une est à la fois metteuse en scène et directrice de théâtre, le théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis, l'autre scénariste et romancière. Et ensemble, elles ont adapté, ce que vous avez peut-être vu ici, le roman, série, film Fanny et Alexandre d'Ingmar Bergman à la Comédie Française, ainsi qu'une adaptation théâtrale de 8 heures ne font pas un jour de Rainer Werner Fassbinder. C'était justement chez vous, au théâtre Gérard Philippe, Julie Deliquet. Ce soir, on parle précisément d'adaptation au théâtre, de ces matières textuelles, filmiques, sérielles, humaines parfois aussi, que vous portez au théâtre et de ce que vous leur faites. On va commencer évidemment avec l'exemple qui parle le plus à ceux qui sont venus à la Comédie Française peut-être voir ce Fanny et Alexandre, l'adaptation du roman publié par Bergman en 1979. Il va faire un film Testament en 82 et puis il y a une première grande série d'auteurs avant que ce soit sur HBO à la fin des années 90. Lui, c'est dès 1984, c'est pour le jour de Noël, c'est diffusé en Suède le 25 décembre 1984. Cette série d'Ingmar Bergman, finalement, elle nous sert peut-être de préambule, cette première diffusion à la discussion. Fanny et Alexandre s'ouvre sur une scène de Noël avec donc la troupe des Ekdal et puis la troupe donc, du français. Comment est-ce que vous avez construit cette scène qui n'existe pas finalement pour le théâtre ? Oui, c'était toute la... Nous, c'était la première fois, en tout cas moi, c'était la première fois que je travaillais réellement sur l'adaptation d'une matière non théâtrale. Donc, qui avait déjà plusieurs supports, puisqu'il y avait une base télévisuelle qui était devenue un long métrage, et à l'origine, c'était un roman. Donc, avec Florence, on a constitué une équipe à 3 têtes. Florence venant aussi, étant romancière, avait le lien aussi au roman. Ayant travaillé aussi sur l'écriture de scénarios, elle avait le lien au cinéma. Julie André, qui est ma collaboratrice, mais qui est aussi actrice, avait le lien à ce qu'allait devenir une matière vivante, qu'elle allait être confrontée au plateau. Et moi, en tant que metteuse en scène, j'avais aussi toute la conception de comment passer d'une œuvre qui n'est pas faite pour le théâtre à une œuvre qui va être totalement faite pour le théâtre. Donc, c'était très important pour nous dans cette recréation. D'abord, on s'estimait un peu... On avait la légitimité dans le sens où Bergman avait déjà décliné l'œuvre et que c'était une œuvre qui parlait de théâtre. Donc, tout d'un coup, la faire arriver ou la faire renaître au théâtre allait de toute façon... nous poser des questions de forme et la réinvestir sous un nouveau jour. Ce Noël, par exemple, était un exemple parce que c'est Noël, quand on a vu Fanny et Alexandre, on se souvient vraiment du Noël, on se souvient de la farandole, on se souvient des tentures, on se souvient du visage des personnages, mais au final, même dans le roman, c'est très peu dialogué. En fait, c'est vraiment des images très puissantes, mais il y a un peu de texte, il parle de ce qu'il mange, il se raconte quelque chose, il chante, mais il dialogue très peu. C'est une atmosphère. C'est une atmosphère. Et on savait très bien qu'on n'allait pas rejouer ou recréer, imiter, on va dire, Bergman. Ça nous paraissait complètement insensé de imiter ce qu'il avait filmé et de se poser même à son endroit à lui. Donc peut-être la première question qu'on s'est posée, c'était quel est notre endroit à nous ? Et du coup, puisque Bergman, son endroit, c'est aussi Fanny et Alexandre peut-être, que sont pour nous Fanny et Alexandre ? Et ça a orienté aussi notre rapport à la recréation de l'œuvre, c'est-à-dire qu'est-ce qui va être peut-être plus mystérieux à l'adaptation, le Noël, qui va être moins dialogué, mais qui va être mis beaucoup plus en expérience avec les acteurs et les actrices, qui ont une place importante aussi dans le processus d'adaptation. Donc on a créé des modules, tu te souviens ? On crée des scènes comme ça, sans ordre, en disant tout ça va faire un grand plan séquence, mais qui va vraiment appartenir à l'équipe. Et cette phase d'adaptation, qui est la première partie du spectacle, elle avait une dramaturgie qui était claire, mais elle était claire dans le fond, mais la forme était très libre.
Et elle devait vraiment être mise en expérience par cette troupe d'acteurs des Egdal qu'on souhaitait les plus créatifs possibles, des acteurs sous les acteurs. On savait que cette famille devait aussi prendre part totalement à cette réincarnation de l'œuvre. En revanche, pour la deuxième partie, qui était beaucoup plus dépendante du récit, voilà, qui était presque un deuxième départ et qui, elle, notamment d'ailleurs dans le roman, était hyper dialoguée, dans mon souvenir. C'était très impressionnant et en plus il y a beaucoup de descriptions également des mouvements d'humeur ou de pensée sur le visage des personnages dans le roman. C'est extrêmement détaillé aussi, donc il y avait presque une surmatière sur la partie qui concerne l'évêché, donc à partir du moment où l'héroïne va s'installer avec l'évêque et vivre un enfer dans cet espace clos. Comment vous faisiez justement avec cette hypermatière? En fait, vous passez d'une sous-matière, entre guillemets, à une hypermatière. Florence Sévos, comment est-ce que justement vous construisez ce plein, ce délié, ce trop-plein et ce manque? Moi, je ne peux pas oublier qu'il y avait qu'il y a eu une sorte d'étape au préalable et que j'ai cru reconnaître par la suite, à nouveau en travaillant avec Julie. C'est-à-dire qu'il me semble que une des premières questions qu'elle se pose, c'est le lieu et que la naissance de l'adaptation est liée de très près à la naissance de la scénographie. Et évidemment, il n'était pas question de reproduire l'intérieur de la maison Egdal, les tentures, la chambre de la grand-mère, la salle à manger, tout ça. Mais la question, c'était quel est le lieu qui va abriter, et je crois que c'est un terme que Julie emploie souvent, quel est le lieu qui va abriter ce Noël. Et il m'a semblé que c'était une idée très pertinente et qui apportait, qui allait nourrir merveilleusement toute l'adaptation. C'était en quelque sorte de fusionner la troupe du Français et la famille Egdal, puisque c'était une famille de théâtre. Et l'idée que cette soirée de Noël se passe au théâtre, d'une part en déracinant un petit peu la famille de son Noël extrêmement installée dans la belle vaisselle et la cuisine, ça nous permettait aussi d'y faire entrer plein de matières qui normalement auraient dû être rejetées de ce repas de Noël. Vous aviez un nouveau presque récipient pour injecter vos... Il accueillait cette matière et ça nous permettait aussi d'accueillir toutes les scènes de la soirée de Noël, même les scènes privées, avec plus ou moins de spectateurs selon les cas parmi la famille Egdal et les gens qui travaillent pour eux, leurs acteurs, tout ça. Et Bergman, qui est lui-même un homme de théâtre, qui a dirigé plusieurs théâtres, quelle place il tient, ou à quelle distance il se met de vous dans vos réflexions au moment où justement, en tant que metteuse en scène et scénariste qui fait l'adaptation, vous vous jetez dans ce travail? Quel point de vue il a sur le théâtre vous nourrit, ou quelle distance justement vous prenez avec ça? En tout cas, quand on choisit, ou à l'origine c'est plutôt un choix individuel, une œuvre, je me pose toujours la question de pourquoi j'ai envie de la mettre au théâtre. Donc ça, je l'ai résolu en tout cas. Je lui ai trouvé une évidence totale à ce qu'elle ait sa légitimité à être jouée au théâtre. Et ça, c'est souvent l'oralité quand même qui me guide, les dialogues et les scènes et la dramaturgie qui... Je veux dire, si c'était qu'un film, par exemple, d'images, je ne poserais même pas la question d'une transposition esthétique. Je n'ai pas un rapport esthétique à l'œuvre, je n'ai pas un rapport à la mise en scène de l'auteur, de l'artiste d'origine. Un petit peu comme quand on remonte un Phèdre.
Je veux dire, on arrête d'être complètement obsédé par ce qu'ont fait des grands metteurs en scène avant nous. Autrement, on ne fait plus rien. Ça ne nous empêche pas de remonter Phèdre quand même et de faire une retentative. Donc, j'ai absolument Donc, Bergman, je suis à peu près sûre qu'il y sera. Donc, tout mon enjeu, c'est de le destituer. Pas pour le nier du tout. Parce qu'au final, c'est pour mieux porter son œuvre, mais sous un nouveau jour. Comme quand on monte Racine, je veux dire, on se dit, mais quelle est ma légitimité de monter Phèdre aujourd'hui? On se dit, Racine, il y sera, mais qu'est-ce qu'on a à nous à dire aujourd'hui, avec notre époque, avec ce qu'on représente? Donc je me pose beaucoup cette question-là, et quand il s'agit d'un film, ce qui est différent avec une pièce, c'est ce que dit Florence, surtout, je ne veux pas rivaliser avec l'auteur que j'admire profondément, donc je ne ferai rien comparable à sa mise en scène à lui. C'est-à-dire que tout son geste de metteur en scène, je le lui laisse, parce que je l'admire et que je pense que d'ailleurs les spectateurs et les spectatrices peuvent passer de la version scénique à la version projetée, s'il est encore projeté en salle, ou la version DVD, et y avoir deux plaisirs qui ne souffrent pas. Après, on peut préférer l'un ou l'autre, on peut aimer ou pas aimer, ça évidemment, mais en tout cas, on vit deux aventures différentes. Donc en ça, le geste de Bergman, quelque part, c'est pas celui-ci qui me guide. C'est de me dire, il a mis suffisamment d'ingrédients. C'est une œuvre que je pense qui peut être empruntée par quelqu'un d'autre. Bon, évidemment, avec Bergman, on ne lui a rien demandé, il n'a pas eu son mot à dire. Mais j'ai eu la sensation quand même qu'il avait décliné son œuvre avant nous, que c'était un homme de théâtre, qu'il avait dit qu'il aurait pu tout arrêter sauf le théâtre. Et que quand moi, on m'a fait la première fois la proposition d'être en salle Richelieu, dans quand même un dispositif de théâtre à l'italienne, avec les dorures, les rideaux rouges, c'était ma maison Egdal à moi, en fait. Donc, j'allais pas du tout la maquiller et lui faire un faux salon. C'était déjà tellement merveilleux à investir, tellement nouveau aussi, parce que ça posait des questions esthétiques qui étaient différentes du théâtre que je faisais avant. Donc, en fait, c'est là où je suis devenue une sorte d'enfant Bergman, pas du tout héritière de lui, parce que j'étais pas un vieux monsieur suédois. Donc, à partir de là, je pouvais pas, même moi, Alexandre, rien dans l'histoire d'Alexandre, je ne me projette pas dans Alexandre, je me projetais dans Rebecca et Jean, qui étaient les derniers entrés dans la troupe, et qui regardait cette famille avec Denis Podalides, avec Elsa Le Poivre, avec Laurent Stocker, avec Hervé Pierre, qui était comme une... la nouvelle génération qui c'était regarde. Impressionnant. C'était évidemment qu'en répétition, quand on leur demandait d'être les Egdal, on leur demandait de déconner. Enfin, il y avait des séquences de trucs de paix, là. Il y avait la bouffe, il y avait les blagues. Enfin, ils étaient hauts en couleur. Évidemment que Rebecca et Jean, c'était leur première fois de grande répétition sur un temps long comme ça. Donc c'était... Moi, j'adorais les regarder. Et moi-même, c'était ma première fois. Donc, j'étais bien plus proche de Rebecca et Jean. Mais j'étais forte aussi de dire, c'est moi qui le fais. Donc, je ne vais pas m'excuser de prendre ce regard-là. Mais obligatoirement, lui, il met Alexandre sous la table. Moi, c'est les spectateurs qui sont sous la table. Parce que j'ai envie que le spectateur vive l'expérience que j'ai vécue, moi, à travers les yeux de Rebecca et Jean, qui sont mes Fanny et Alexandre. Donc à partir de là, Bergman, il s'en va un peu quand même, parce que lui, il n'a pas demandé à vivre ça. Mais c'est lui qui me l'a donné. Pour le coup, j'ai la sensation, en tout cas, que son œuvre me laisse la place de me mettre de manière très fantomatique. Les fantômes ont été très importants pour moi. On était les premiers fantômes du spectacle. Il ne s'agissait pas de voir Julie. Personne n'a envie de voir Julie, et il a bien raison. Par contre, c'était quand même une manière de retourner vers Bergman. Mais pour ça, il allait falloir avoir une vraie aventure, dans un premier temps, d'écriture, et dans un second temps, une vraie aventure avec la troupe, pour, au final, retrouver notre premier convive, notre premier hôte plutôt, qui était Bergman. Mais c'est un chemin pour retourner jusqu'à lui.
Vous parlez justement de Fanny et Alexandre à travers Jean et Rebecca. Il y a une scène de répétition d'un Hamlet où justement ils sont positionnés en bord de scène et ils assistent à cette répétition. Donc il y a presque à travers leurs yeux sur les différentes étapes de la pièce votre regard de la pièce justement en train de se faire et du travail de Bergman, qui sont très souvent en réception de ce qui se passe et plus évidemment en action dans la deuxième partie où ils vont être cloîtrés précisément dans l'évêché. Comment est-ce que, donc, puisque on parlait de fantômes, cette scène d'Hamlet, c'est une grande scène de fantômes au théâtre, et Fanny et Alexandre est à la fois un roman, un film et une série de fantômes, avec énormément d'apparitions de fantômes. De toute façon, c'est présenté dès le départ, hein. La réalité est un enchevêtrement de couches dans lequel finalement se glissent tout un tas de fantômes, d'anges, de démons, de dibouks, qui sont des démons dans la religion judaïque. Donc comment est-ce que vous avez travaillé avec Julie Deliquet, Florence Sévos, pour créer ces différentes scènes de fantômes, avec cette grande difficulté évidemment qui est de représenter ces spectres au théâtre et avec toute la matérialité, la maladresse que peut impliquer l'apparition fantomatique au théâtre? C'était une grande question et qui ne s'est pas résolue en une fois. Il y a eu énormément d'étapes et puis il y a eu des choses en fait imprévues, comme par exemple la façon de Noam Morgenstern au début de la pièce de transformer tous les spectateurs en fantômes ayant le droit ou non de se manifester, puisqu'il demandait chaque soir voilà, s'il y avait... Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle ou à la couturière? Est-ce qu'il y a des couturières dans la salle? Et donc les spectateurs, à cet instant, me semble-t-il, étaient invités à être les fantômes, mais comme les enfants sous la table aussi, ce que disait Julie tout à l'heure, témoins de ces scènes familiales d'intimité un peu débridées des Egdal. Après, il y avait effectivement des scènes de fantômes dans Fanny et Alexandre, et notamment le fantôme du père de Fanny et Alexandre, qui leur apparaît plusieurs fois après sa mort, et qui est la plupart du temps qui est d'abord muet et puis qui plus tard aura un dialogue avec son fils. Alors moi, plus naïvement, parce que j'en savais beaucoup moins que Julie Deliquet et sa collaboratrice Julie André, mais j'ai dû comprendre qu'en fait on ne pouvait pas faire apparaître un fantôme comme ça au théâtre, que ça n'allait pas fonctionner de la même façon. Voilà, qu'on n'allait pas mettre un petit halo scintillant. Et en plus, il y a eu cette longue improvisation qui était différente chaque soir que faisait Denis Podalides quand il interprétait Oscar en train de répéter tempétueusement la scène du fantôme d'Hamlet. Oui, parce qu'il y a finalement deux grandes scènes de fantômes, pour repréciser, de Denis Podalides dans Fanny et Alexandre. C'est lorsqu'il est... et qui ont une couleur extrêmement différente. Oscar répétant Hamlet de Shakespeare de manière extrêmement comique jusqu'à un point d'arrivée totalement tragique. Et puis dans la deuxième partie, Oscar, le père d'Alexandre, qui revient donc lui parler. Donc c'est presque deux miroirs de scènes de fantômes qui n'ont rien à voir et que vous avez dû, donc j'imagine, travailler totalement différemment. C'était ce que dit, c'est qu'à partir du moment où, pour le coup, là, c'était presque la partie la plus difficile dans le passage au théâtre. Parce que ce soit dans le roman, on comprend bien qu'il répète un fantôme. Les fantômes qu'il y a au théâtre, donc là c'était chez Shakespeare, et que quand on lit qu'arrive un vrai fantôme, c'est un vrai fantôme. Au cinéma, c'est pareil. Il répète une scène, puis tout d'un coup, un plan tourne, et il y a un fantôme qui joue du piano. On y croit. Mais nous, au théâtre,
Puisque le faux fantôme est au théâtre, comment faire croire que le vrai fantôme n'est pas le même que le faux fantôme puisqu'on est au théâtre? Voilà. Donc là-dessus, on se disait, mais jamais on pourra avoir cette émotion de « là, c'est vrai », puisqu'on voit bien qu'au théâtre, il y a des fantômes qui marchent. Et donc, comment avoir cette folie presque comme chez Fellini, qui descend sa caméra, montre les techniciens de Cinecittà à activer les décors, montre que c'est faux, et que quand ils remontent la caméra, alors qu'on a vu que c'était faux, on y croit encore plus. Je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe sur nous? Il fallait presque trouver, nous, cette chose-là, c'est-à-dire presque montrer nos propres ficelles, mais pas les ficelles d'une idée qu'on se fait d'un théâtre, c'est-à-dire pas nous-mêmes jouer du faux, montrer les vrais, les nôtres. C'est là où il était... c'est-à-dire qu'on se disait que si on faisait semblant avec nous-mêmes, puisqu'on était, nous, vraiment au théâtre, on allait être hyper fictionnel ou hyper théâtraux. Donc il fallait presque qu'on arrive à dire, oui, on peut jouer des fantômes, mais on peut montrer que c'est faux, et au moment où on est bien d'accord que c'est faux, faire arriver quelque chose de vrai. Mais pour ça, il fallait du coup radicaliser notre rapport à la fiction. Il fallait que notre fantôme, le vrai fantôme, soit le plus troublant, le moins théâtral possible. Donc, on a dû malheureusement abandonner aussi tout ce qui était un peu lyrique dans la prise de parole du fantôme, qui avait des moments sublimes, notamment quand il retourne voir sa mère dans la maison d'été, où il pose des mots, il pose une main sur le... Mais nous, ça, au théâtre, c'était pas si loin du fantôme du père d'Hamlet qui voit Hamlet. Enfin, je veux dire, il y avait quelque chose... Trop de théâtralité dans les mots, trop de théâtralité. Florence Sevos. Donc, en fait, il fallait retenir cette théâtralité au théâtre, ce qui était frustrant, parce que les scènes étaient sublimes. Mais oui, les scènes étaient sublimes, mais il s'est passé quelque chose, en fait, comme si le texte l'avait en quelque sorte décidé, c'est-à-dire que ce n'était pas possible de garder les scènes où le fantôme s'invitait de lui-même, et par contre, quand c'est Alexandre qui a besoin de s'adresser à son père et que c'est lui qui convoque le fantôme de son père, et bien là, c'était possible de faire arriver le fantôme d'Oscar. Et vous avez abandonné vous-même certains fantômes. Il y a des fantômes que vous n'avez pas portés finalement sur scène dans Fanny et Alexandre. Les fantômes des petites filles aussi. Oui. On a peu quand même, les vrais fantômes, on les a quand même maniés avec beaucoup de pudeur, et on a essayé de les rendre les moins visibles possibles, parce qu'au théâtre, il y avait quelque chose qu'on résolvait avec leur présence. Or, il fallait dramaturgiquement, il fallait travailler sur cette idée de fantôme. C'est très impressionnant, par exemple, d'être dans un théâtre la nuit, sur scène. On a toujours une servante. On sent que les lieux de théâtre habitent tellement de fantômes, tellement d'histoires avant nous, d'auteurs, d'histoires de fiction, d'histoires d'hommes et de femmes. Il fallait presque revenir à cette idée un peu plus grande que nous, de la notion de fantôme, que de la notion d'incarnation, qui avait quand même une forme de naïveté qui simplifiait la pensée de Bergman au théâtre. Pas du tout dans ce qu'il avait fait lui. Nous, quand on le faisait moi je crois pas que... je sais que c'est pas un fantôme. À partir du moment où moi je sais que tout le monde le sait aussi. Donc je peux pas travailler dessus de manière brute. En revanche, il peut signifier quelque chose qui fait appel à quelque chose de plus grand, qui sont les fantômes. Donc on les a quand même essentialisés parce qu'ils avaient une place importante, mais on n'a pas été gourmand de fantômes, parce qu'en fait il réglait notre problème de théâtre. Or il fallait que Fanny Alexandre, ce soit ce combat-là qui fait que la question du théâtre, pour sauver sa vie, elle est posée en permanence. Donc si on la résout, si on la répare, si même on la réconforte, le spectacle ne tenait plus. Et puis cette question aussi dans votre travail, Julie Deliquet, qui est que ça ne fait jamais théâtre. Donc là, c'est quand même votre signature. On ne sent pas
le théâtre arriver, il est tout entier vivant, déshabillé, et puis il se met à se poser sur la scène sans même que les spectateurs aient eu conscience qu'ils sont dans une convention dramaturgique. Donc pour vous, il y avait un enjeu, c'est votre méthode de travail quand même, c'est d'enlever la théâtralité. Avec un spectacle qui parle de ça, qui parle d'une famille de théâtre, et au moment où l'actrice qui perd son mari, qui meurt et qui dirige le théâtre, dit « je vais arrêter le théâtre pour me confronter à la vraie vie ». Et c'est là où nous, théâtralement, on fait arriver le théâtre. C'est-à-dire qu'en quittant le théâtre, on fait arriver un décor. On jouait toujours avec ce... Mais c'était au final pour que la fiction gagne. Moi, j'ai besoin, au départ, je ne crois pas au faux. Donc j'ai besoin qu'on m'y amène. Mais je veux qu'il gagne à la fin, puisque je monte des fictions. C'est comme Bergman, je veux le retrouver à la fin. Si je l'ai perdu en route, on a mal travaillé. C'était pas du tout, puisque il était l'origine. Et il y avait, par exemple, pour vous donner un exemple, au début, je fais beaucoup travailler les acteurs sur ce qu'ils sont, et là, ils étaient une troupe de la Comédie Française. Donc, je travaillais quand Denis Podalides faisait répéter des choses. Là, il faisait répéter, en répétition. C'était le spectacle qui était à Richelieu, c'était le spectacle avec Elsa Le Poivre qui l'a mis en... Lucrèce Borgia, merci. Il jouait ça le soir. En plus, il y avait des remplacements en répétition. Je lui demandais, puisque c'était Elsa qui le jouait, de le faire répéter. C'est-à-dire que je prenais même, avec tout ce que incarnait Dominique Blanc, qui jouait une grande actrice, évidemment que elle, ce qui était intéressant, c'est qu'elle avait la liberté aussi de ne pas être uniquement sur le répertoire de la Comédie Française. C'était la grand-mère, elle nous racontait tout ce qu'elle avait vécu aussi dans sa carrière. On a regardé des films projetés avec Dominique Blanc. C'était comme une sorte de rencontre avec nos propres carrières, la mémoire d'une maison et la mémoire des métiers. Donc au début, je pars vraiment sur une tranche très réelle. Et ce que j'aimais beaucoup dans la fin du spectacle, c'est que au début, c'est les acteurs qui parlent au public. Denis Podalides, quand il prend la parole au début, j'avais vraiment envie que le public croie que c'était Denis qui allait dire comme un Semeignet, il y a un problème, on va commencer. Et que finalement, la figure, quand il dit à maman dans la salle, plein de gens nous disent, alors il y avait sa mère. Mais non, c'était Dominique Blanc. Mais je voulais vraiment être sur ce trouble-là que je cherche au début des répétitions. Souvent d'ailleurs, la dramaturgie de mes pièces raconte quand même l'histoire de nos répétitions. Et puis à mi-parcours, il y avait Elsa Le Poivre qui dit au retour de l'entracte, maintenant on arrête le théâtre et on commence la vraie vie. Et là nous on le convoque pleinement avec un décor que je n'avais jamais fait de ma vie, vraiment des murs, d'ailleurs on était coincés, on ne pouvait même pas rentrer sur le plateau, tout était bloqué par un décor qui était vraiment une boîte enfermante. Donc les acteurs étaient pris au piège exactement comme les personnages de l'évêché. Puis après je déconstruis. Et à la fin, celui qui reprend la parole, c'est Hervé Pierre, et qui dit « Je vais être maladroit, pardon, je suis restaurateur, je ne suis pas acteur ». Et j'y croyais. C'est-à-dire qu'au bout de moi, Julie, au bout de 2 heures, mais ça c'est le travail, du plateau, j'arrivais à croire qu'un acteur comme Hervé Pierre était plus devenu Gustave Adolphe qu'Hervé Pierre. Et qui disait « Je vais être maladroit parce que je ne suis pas acteur ». Mais c'est toute l'histoire des répétitions qui fait qu'à la fin, il a tellement fait la bouffe, il a tellement fait de recettes, Hervé, l'histoire des répétitions a fait à la fin, il était plus Gustave Adolphe avec nous dans la famille Egdal qu'Hervé Pierre. Et j'aime bien que l'histoire aussi de notre dramaturgie, et c'est ce qu'on essaye d'anticiper avant, puisse raconter cette histoire-là. Mais s'il me dit tout de suite qu'il est Gustave Adolphe au début du spectacle, de toute façon, moi-même, je ne le crois pas. J'ai besoin que le spectacle agisse sur les acteurs comme il agit sur les spectateurs et du coup sur moi-même. Il y a cette phrase justement de la maman de Dominique Blanc, mais que vous n'avez pas transposée au théâtre, qui est une question à la mort d'Oscar. Elle lui dit finalement que sa réalité s'est explosée et qu'elle vit donc dans des morceaux de réalité brisée. Et au fond, même si vous ne le portez pas sur scène, on a presque l'impression que c'est le cahier des charges de la pièce, parce qu'il y a une entreprise de dynamitage de la réalité, et après vous
vous recomposez en fait avec ces fragments. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment vous avez vu ces allers-retours, vous, Florence Sévos, mais c'est très intéressant en tant que romancière d'observer le travail que vous avez fait d'aller-retour entre le réel et la fiction et de fragmentation en fait des éléments de réel jusqu'à ce résultat final qui est la pièce. Comment finalement voilà, on va chercher le vrai par une infinité d'explosions et de retournements. Oui, c'était l'aller-retour comme ça, si j'y pense, entre le texte et ce qui se révélait en fait du texte quand on travaillait sur l'adaptation, c'était assez fascinant. Et par rapport à ce que disait Julie à l'instant au sujet le moment où Émilie a cette soif de vérité et qu'elle croit quitter le monde du mensonge, qui était en fait la réalité pour les spectateurs. Elle croit entrer dans un monde de vérité et ce qui est révélé, c'est que c'est un théâtre et en plus c'est une prison où va avoir lieu une sorte de torture, de pièce, oui, qui est une vraie torture et qui d'ailleurs ne prendra fin qu'avec une sorte d'intervention magique à la toute fin. Ouais. Avec un mur qui se lève. Mais justement, en tant que romancière, comment est-ce que ça vous a nourri ces allers-retours entre réalité et fiction? Je parlais d'une vérité, d'un réel qui a explosé, comme le raconte donc la maman Dominique Blanc. Mais comment est-ce que ça nourrit après à l'écriture d'avoir fait tous ces allers-retours, tous ces déshabillements de la fiction pour finalement arriver dans un faux vrai qui nous ramène à nouveau à la fiction, puisque tout ce qu'on souhaite en tant que spectateur, c'est qu'on retrouve vite le théâtre. Oui, je ne sais pas trop comment répondre à cette question. Moi, je peux juste dire la différence qu'étaient toutes les deux. Florence, elle a un amour des mots. C'était vraiment la garante du texte. Et moi, je savais aussi qu'au théâtre, on n'a pas le même rapport aux mots qu'au cinéma, où souvent, quand on parle, on a d'autres images qu'uniquement la personne qui parle. C'est rare qu'au cinéma, la parole soit celle qui est mise en avant. Sur quelqu'un qui prend la parole longtemps, il va y avoir d'autres plans, des chants, ça aère. On n'a pas un rapport premier. Au théâtre, si. Et je savais qu'il y avait des choses qui étaient sublimes, qui étaient notre guide total, mais qu'on ne pourrait pas... que les mots, de les dire aussi fort avec ces mots, allaient aussi résoudre quelque chose, ou comment nous imposer face à ça. Et alors... on discutait, puisque moi, évidemment, j'étais la garante du théâtre, et Florence, elle disait non, on ne le coupe pas, on le relit, on le réinvestit. Et on passait des jours à relire des scènes dont on savait qu'elles étaient presque condamnées. Mais elle vous nourrissait dans la compréhension. Mais elle avait raison, d'abord parce que, je ne sais pas, et tu nous disais des fois, c'est bon, c'est son heure. Comme si on avait été au bout de cette exploration et qu'on était sûr que non pas qu'elle n'était pas légitime d'avoir sa place, mais qu'elle n'aurait pas sa place dans la forme qu'on pressentait. Par contre, qu'on était suffisamment pleine d'elle pour ne jamais l'oublier. Et ça, c'était grâce à... Parce que moi, je voulais faire du théâtre, donc j'avais un côté plus impatient de voir... Et je savais bien qu'il y a des choses... qu'il fallait que je gomme pour laisser aussi les acteurs dans une phase de recréation, pour pas que le texte les guide toujours, mais que ce soit eux qui guident le texte. Voilà. Mais elle nous empêchait d'aller trop vite en disant « cette matière est tellement complexe que j'entends qu'elle n'aura pas sa place comme ça au théâtre, mais il faut que nous, en tant qu'adaptatrices, on lui donne une place et qu'on la laisse partir en conscience. » Quel passage, et ça, par je pense exemple. que c'était un cadeau extraordinaire, parce que je ne l'aurais jamais... moi, traversée toute seule. Et du coup, je pense aussi que dans la mise en miettes, dans la retenue, dans une forme de pudeur, mais qui n'était jamais une pudeur pauvre, c'était toujours une pudeur d'une richesse
totale, je pense que c'est aussi parce qu'on était habité du fantôme de toutes ces scènes, qui étaient peut-être même... C'est comme quand un cinéaste a des moments de mise en scène, et il y en avait notamment sur les fantômes, tellement beaux que de toute façon je me disais, bon ben voilà, moi je ne pourrais pas le faire, enfin, je ne peux pas rivaliser, donc autant que j'y aille pas à cet endroit-là, autant que je sois dans le hors-champ qu'on ne peut pas voir et que moi je peux recréer. Mais je crois qu'on était très pleines, toutes les trois, de tous ces fantômes, de toute cette matière si riche, qui en plus avait 3 supports. Donc ce qu'elle faisait quand même, Florence était la seule de nous 3 à faire ça, elle retranscrivait toutes les scènes de la version télé, toutes les scènes de la version vraiment long métrage, et toutes les scènes du roman. Et on comparait les 3 tout le temps. C'est quand même une matière, la série télé c'est 5 heures, enfin je ne sais plus, c'est une matière colossale. Mais c'était aussi... Oui, c'est parce que je suis obsessionnelle. Alors peut-être. Donc en fait, ce que Julie est en train de dire, c'est que je les ai torturés indéfiniment sur certaines scènes. Juste le temps nécessaire pour moi de me faire à l'idée ou de comprendre par moi-même, parce que je suis un peu lente, que non, en fait, cette scène n'avait pas la place dans l'adaptation et qu'elle n'aurait pas le même sens si on forçait son entrée dans l'adaptation. Alors, quelles scènes, par exemple, Florence Sevos, quelles scènes ont été pour vous, finalement, les scènes fantômes, les scènes clés qui ont été soustraites, mais qui ont sous-tendu mais qui sont votre revenues, analyse et votre écriture? Elles sont revenues d'une autre façon parce qu'elles avaient infusé. Et par exemple, la scène sublime du fantôme d'Oscar qui visite sa mère dans la maison d'été est revenue sous la forme, dans la maison d'été aussi, de Dominique Blanc s'évanouissant en regardant des photos et en tombant sur une photo d'Oscar. Voilà, il y a c'était un peu des petits tours de passe-passe comme ça. Après, moi, il y a une chose qui m'a frappée, et le fait qu'il y ait au départ, parmi nos 3 matériaux, le roman, qui est presque un roman scénario de Bergman, puisque les scènes dialoguées sont vraiment... c'est comme des dialogues de théâtre. C'est que dès le début, j'ai pu faire une gymnastique. Quand j'étais plongée dans le livre, j'oubliais le film. Parce que le texte résonnait seul dans un espace qui n'était pas habité et qu'on allait habiter petit à petit avec l'adaptation, avec la naissance de la scénographie. Mais il y a une autre chose qui m'a fascinée et qui est à voir avec la spécificité des dialogues de Bergman, parce que c'est une langue à la fois moderne, très belle, très simple, très forte. C'est que, évidemment, les dialogues de Bergman, c'est pas tellement passe-moi le sel ou tiens, il reste du café. Et parfois, quand un couple est en conversation, on a l'impression que l'un est en train d'essayer de tuer l'autre avec des mots. Et j'ai appris 2 choses, c'est-à-dire que ces mots allaient pouvoir résonner d'une façon différente. C'est que d'une part, certains allaient devenir tellement plus violents s'ils étaient portés nus sur une scène de théâtre que c'était presque inenvisageable, comme si leur pouvoir en était décuplé et leur violence décuplée. Et que, au contraire, d'autres mots dans d'autres scènes, s'ils étaient joués non pas dans une forme d'intimité entre 2 acteurs, mais devant d'autres personnes, enfin dans un collectif, ils allaient éventuellement perdre de leur brutalité, et ça ouvrait une nouvelle... en fait, la scène révélait une nouvelle facette d'elle-même dans l'adaptation. Donc, en fait, il y avait un travail de minage, déminage. Et quand vous évoquez évidemment cette charge,
Florence Sévos, vous l'avez porté ensemble à un certain point, puisque les scènes de Laurent Stocker et de sa compagne, qui sont donc des scènes privées que vous avez ramenées dans le cadre du théâtre, donc dans la première partie, celle où on est avec la troupe des Ekdal, ce sont des scènes d'insultes très violentes, d'humiliation. Là, c'est un matériau très explosif. Comment vous l'avez manié à la fois sur la mise en scène et sur l'écriture? On était 3 femmes aussi à adapter cette œuvre. La place de la femme, elle n'est pas évidente dans Fanny Alexandre. On ne pouvait évidemment pas recréer les scènes de violence conjugale, en tout cas, qui n'étaient pas la problématique principale du spectacle, de la même façon qu'elles étaient investies dans les œuvres originelles. Et moi, c'est vraiment le théâtre, dans le théâtre, qui m'a guidée tout le temps. Et je me suis dit que cette violence-là, elle était jouée par le petit dernier de la famille qui n'est pas devenu acteur, qui est devenu un raté, c'est comme ça qu'il se définit, c'est-à-dire un mauvais auteur, un mauvais professeur d'université, un mauvais fils, un mauvais frère, un mauvais mari. Et qui n'est pas capable d'avoir de descendance. Donc je veux dire, il se définit comme ça. Donc moi, je me suis dit que ce côté misogyne, monstrueux, c'était ce qu'on attendait de lui, ce que sa famille attend qu'il incarne, c'est-à-dire l'homme dans tout ce qui est détestable. Mais moi, ce qui m'a sauvée de le mettre sur le plateau, c'est que je me disais qu'il n'était pas ça. Et que c'est sans doute pour ça que sa femme l'accepte. C'est qu'il le fait devant tout le monde, il le fait comme un rôle qu'il s'impose à lui-même, qui fatigue tout le monde, comme faire une séquence de paix pour les enfants à Noël, on sent que ça fatigue tout le monde, mais qui se dit, c'est voilà, le tonton lourd, c'est moi qui vais le jouer. Et que ça n'était sans doute pas, et que pour moi, c'était un rôle éminemment dramatique. Et je crois que Véronique Vella, qui a joué ce rôle qui n'était pas simple, qui était celle qui recevait les insultes, tout de suite m'a dit, je veux défendre cette femme parce qu'elle l'aime, non pas parce que c'est une victime, mais parce que c'est l'autre la victime. Et que sans doute, nous, ce qu'on s'est raconté, c'est qu'elle ne prenait pas le coup. C'est que c'est le personnage qu'il s'est inventé, et d'ailleurs, elle lui dit oui, et elle accepte. Et elle lui dit, allez, elle joue la comédie, et elle lui dit d'arrêter. En fait, elle est malheureuse de voir son mari s'imposer ça. Elle est sans doute pas heureuse en ménage. On ne s'est pas dit que c'était un couple épanoui, mais on n'a pas travaillé, puisque ça n'était pas le sujet principal. Et à partir du moment où la violence faite aux femmes n'est pas le sujet principal, je ne peux pas le traiter de manière juste sociétale. Je ne peux pas le faire aujourd'hui. C'est impossible. En revanche, s'il dit, si vous voulez que je sois mauvais sur tout et que je sois la pire des crapules, je vais jouer ça. Et sa femme, elle pleure à côté. Elle pleure pas parce qu'elle est victime, elle pleure parce qu'elle a de la peine pour son mari. Et elle le dit. En ça, évidemment, que de le jouer en public, c'était aussi... Ces Ekdal, ils étaient tout autant aimants, tout autant géniaux que vampiriques, parce qu'ils avaient aussi tous les pouvoirs de jouer plusieurs vies. Enfin, je veux dire, être fils ou fille d'acteurs, peut-être que c'est pas si simple. D'être dans une famille d'acteurs où ils sont tous plus brillants les uns que les autres, ou même... Celui qui n'est pas devenu acteur, qui est devenu chef restaurateur, est le restaurateur du théâtre. Donc c'est un acteur parmi les acteurs. Même Fanny Alexandre, moi j'adorais qu'à l'entracte, les gens se disent « Mais pourquoi ça s'appelle Fanny Alexandre? On ne les a pas vus. » Ben oui, ils n'ont pas la place d'exister encore. Ils n'existeront que quand le théâtre s'en va et qu'eux vont créer leur propre théâtre dans l'ombre, qu'ils le font en cachette. Ben pour ces scènes-là, qui étaient cruelles, pour ces scènes aussi très avilissantes pour les bonnes, qui a les histoires d'amour, Mage avec Gustave Adolphe, c'est pareil, on les faisait devant tout le monde. C'est comme si elle était très bien consciente du rôle sociétal qu'elle incarne à cette époque-là, en 1907. Mais évidemment qu'elle le subit et qu'elle n'est pas encore émancipée de cette place-là. Mais elle a conscience. Donc à partir de là, finalement, le ridicule était chez lui, pas chez elle. Et justement, dans votre travail, Julie Deliquet, il y a toujours cette résonance avec la société. D'ailleurs, ça démarre, cette pièce de Bergman, sur cette question de ce petit monde du théâtre, qui n'est pas finalement un abri ni un refuge, mais qui est un lieu qui va, le temps d'un rire, d'une émotion, faire passer une vérité sur le grand monde extérieur, que chacun travaillera, prendra pour lui. Comment est-ce que... Voilà, c'est ce début de 21e siècle, ces années 2020, vous aviez envie de les faire rentrer dans Fanny Alexandre, sachant qu'elle
elle est toujours là, cette époque latente dans vos propositions. Je ne sais plus exactement la phrase que j'ai entendue là qui disait il faut beaucoup de courage à la fiction pour incarner le réel. Enfin, en fait, j'adore les mots d'Oscar au début qui dénonce un peu, qui dit ici le petit monde abrite le grand monde. Et en gros, on est une représentation du monde et on est les artisans de cette recréation-là. Et Émilie a une contre-proposition à l'entracte qui dit, pardon, en fait, il y a beau se passer des éruptions volcaniques, des guerres. Je suis désolée, notre propre préoccupation, c'est de savoir si on va bien jouer notre rôle et notre petit nombril et notre petite interprétation. Et on s'amuse. C'était terrible pour nous qui jouions ça. Parce qu'on avait comme, évidemment, ce côté de se dire... on est quand même enfermé dans une maison, on appelle nos théâtres nos maisons, pour questionner évidemment le dehors, mais on le fait au dedans. L'un est dépendant de l'autre, mais l'individu, à un moment donné, doit quand même s'abandonner à un autre, qui est le personnage qu'il incarne. Tout ça, c'est abyssal dans l'histoire. Moi, je ne suis pas actrice, mais dans l'histoire des acteurs et des actrices, ce lâcher-prise, le rapport au moi, le rapport à l'autre, le rapport à l'auteur. Heureusement qu'on n'avait pas de réponse. On ne se disait pas que tout ce que disait Denis au début était vrai et que tout ce que disait Elsa était scandaleux. Ça questionne et ça a été aussi l'objet de plein de questions, je pense, au moment des confinements et de l'arrêt aussi, et puis qui a été prolongé après pour des questions sanitaires, qui a créé pas mal de crises de foi dans nos métiers, de notre rapport à la vocation, notre rapport au sens. Eh ben, j'ai l'impression, c'est drôle, on a créé Fanny Alexandre juste avant et on l'a rejoué juste après. Eh ben, effectivement, de toute façon, c'est des grandes questions qui, je pense, qui moi, sans théâtre, sans art, en général, on serait de toute façon une société malade. Mais on questionne le monde tout en étant évidemment pas dépendant de notre rapport à la morale. On est là on est des effets miroirs, donc on bouge aussi au fur et à mesure de nos époques, parce qu'on bouge en tant que citoyen et citoyenne, donc les artistes bougent avec. Mais tout ça, on n'a pas de réponse, si ce n'est des gens en action, qui sont les ouvriers de ces questions-là. J'ai l'impression que Bergman, du coup, dans une œuvre testamentaire, il remet la question de l'utilité de l'art, qui, parce qu'elle n'en a pas, en a une principale. Florence Sévos, comment vous l'invitez, vous, Bergman, justement, dans cette lecture année 2020 de Fanny et Alexandre, qui est quand même une œuvre testamentaire, donc qui a aussi énormément de jeux de profondeur et de retour en arrière sur ses propres films et pièces. Alors moi, j'ai toujours des difficultés, enfin pas dans tous les cas, mais à relier une œuvre et l'époque à laquelle on la joue à nouveau, mais au sujet de Fanny et Alexandre, moi je dirais plutôt que c'est une œuvre où chacun rejoue constamment son rapport à lui-même, son rapport à la famille. C'est quand même merveilleux, une œuvre où on est épris de tous les membres de cette famille et on l'aime évidemment en remplacement de la nôtre. On croit qu'on aime notre... on veut être dans ce Noël. Voilà. Pas celui où il a fallu. C'est merveilleux, alors qu'en fait, on est en train de se dire, oh là là, dans 15 jours, c'est Noël, c'est affreux. Et donc, il y a cette espèce d'image de la famille, mais on peut se projeter comme on veut, comme on en a envie. On ne prend pas des risques énormes puisqu'on va pouvoir sortir du personnage à notre guise, mais on peut être l'oncle lamentable, la grand-mère bienveillante et impériale comme ça, avec cette noblesse qu'elle a. On peut être... c'est plutôt par rapport à la famille et au théâtre intérieur. À la pluralité finalement des identités. À la fois au théâtre familial et à notre théâtre intérieur. C'est ce jeu finalement, peut-être qu'on peut finir là-dessus,
qui se révèle un peu l'antidote grâce à Fanny Alexandre, et peut-être c'est en ça qu'il est très contemporain dans un monde extrêmement fictionné, où en effet il y a des réalités alternatives, où tout est fiction. Au fond, qu'est-ce qu'on fait de la fiction? Et il me semble que vous nous laissez avec un simple fil à suivre, qui est en effet le pur plaisir du jeu. Débarrassé finalement de tout autre objectif, et peut-être même simplement le jeu pour survivre. Oui, et du coup, il y a 2 axes. C'est effectivement la fiction pour se sortir ou se sauver du réel, et le rapport à l'enfant. Ça rejoint, pour le coup, moi j'ai eu l'impression qu'on était des enfants à travailler cette matière-là. On était tous ramenés à notre vocation, qui s'est quand même nichée dans notre chambre, dans notre MJC de quartier, dans notre lycée. Comment on a rencontré le théâtre? Et cette scène d'Alexandre qui fait son petit théâtre d'ombre, évidemment, ça c'est le souvenir de Bergman, et ça nous amène au théâtre et ça nous amène au cinéma, ce qui nous montre. Nous, on l'a pas, lui, je pense qu'il le fait aussi, parce qu'il a cet âge-là, cette image. Mais j'ai l'impression que nous, il nous a offert pleinement de jouer avec notre rapport à la vocation, de jouer à regarder aussi les uns les autres nos expériences de vie et nos expériences de métier. Comme je vous le disais, moi je jouais pour la première fois de ma vie avec des éléments de mise en scène des grands. Une salle à l'italienne, des décors qui partaient dans les seins, enfin, des éléments de mise en scène que je n'avais jamais maniés dans ce qu'elles ont aussi d'ancestral, ce qu'elles racontent, et à travers une troupe qui avait différents âges et de vie et de jeu, et on a joué ensemble. Mais j'ai l'impression qu'on se donnait la possibilité à ce que ce jeu-là ensemble, c'était précieux, parce qu'on se donnait l'exigence qu'on y croit vraiment, entre nous. Alors qu'on savait qu'on maniait une matière qui ne faisait que dénoncer que c'était faux. Et ça, on a fait un Noël le 24 décembre en répétition, où on a fait un vrai Noël. Noël avec la troupe des comédiens. Mais parce qu'on sentait, c'était pas pour faire du Stanislavski ou faire quelque chose pour sentir c'était parce qu'on jouait de toute façon avec le vrai et le faux. On avait envie de se donner ce vertige-là, mais on l'aurait pas fait avec une autre œuvre. C'est parce que c'était tellement un cadeau de pouvoir se plonger grâce à lui dans une aventure commune qui flirtait tout le temps avec le réel et avec la fiction, qu'il fallait nous utiliser les moments qu'on allait traverser en vrai pour se donner la possibilité vraiment du vertige. Et ça, voilà, c'est finalement au théâtre, c'était dingue aussi de le réinvestir à cet endroit-là, et je pense qu'on a vécu une aventure qui n'a sûrement rien à voir avec ce qu'ont vécu les acteurs et les actrices en tournant dans le film, qui ont dû en vivre une autre, ou lui-même en écrivant son roman ou en repensant à sa propre enfance. Nous, on n'a jamais parlé de notre propre enfance, mais on a réinvesti, réengagé tous les enfants qu'on était. Merci, le résultat est vertigineux et extrêmement réussi. Ça rejouera, j'espère, Fanny Alexandre à la Comédie Française, encore une reprise. Merci à vous deux. Vous avez encore une adaptation en route ensemble. Oui, un mot pour ouvrir. On est en plein travail, voilà. On est très honorés aussi mais je pense souvent à Fanny Alexandre quand on est en train de travailler en ce moment, parce que c'est un autre vertige, puisque c'est la première fois qu'on adapte une œuvre qui n'est pas une œuvre de fiction, mais qui est une œuvre de documentaire. Et je ne peux pas encore en dévoiler vraiment la nature, mais de dire que là, il est aussi question de fantômes, porter la parole de ces hommes et de ces femmes qui ont vraiment existé, qui ont une parole démocratique, sociétale, tellement importante à porter, mais qu'on réincarne, nous, par la fiction. Donc, on ne va pas imiter leur visage, on va porter leur voix.
eh ben, c'est un autre rapport, c'est une autre découverte, c'est une autre méthodologie. Mais c'est drôle, je pense, alors je ne sais pas pourquoi ça me fait penser, peut-être parce qu'on manie le vrai et le faux en même temps, puisqu'on manie une vraie matière documentaire qu'on doit réincarner sous un premier jour qui est celle de la fiction. Et je retrouve ce même vertige bergmanien en travaillant cette œuvre folle, dingue et tellement inspirante. Dont on saura bientôt quelle est-elle. Merci à toutes les deux, Florence Sevos et Julie Deliquet. C'était exceptionnel de vous avoir ensemble. On a hâte de découvrir ce nouveau travail et puis peut-être de se plonger dans les Bergman séries, films et romans pour refaire le trajet dans l'autre sens, celui que vous avez magnifiquement porté sur la scène de la salle Richelieu. Merci à toutes les deux et merci à vous tous et toutes.